Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'écurie de jeu 8, donc une écurie 12 questions, pas très longue, les questions, j'ai pas fait des pièges trop méchants, donc ça va aller vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser par message et j'y répondrai. Donc on commence directement avec la question 1. Donc la question 1 c'était sur le premier cours histoire des médicaments. Donc là c'était pas très compliqué, il faut juste connaître son cours. Donc Hippocrate, il appartient à la famille des Asclépiades, prêtre une famille de médecins. Et lui, il essaie de se détacher de la croyance et tout ce qui est sacré. Donc la A était fausse. Il se réfère aux hypothèses des philosophes naturalistes, avec les quatre éléments fondamentaux et les quatre caractères du corps humain. C'est lui qui définit l'éthique médicale. Et d'ailleurs, c'est lui qui va faire le serment d'Hippocrate, enfin, qui va donner naissance au serment d'Hippocrate. Il va distinguer l'usage interne et l'usage externe. Et il permet la création des écoles de médecine. La 2, les études de pharmaco-épidémiologie, donc c'est toutes les études de santé publique que vous allez faire sur les médicaments. Donc ça détecte une association éventuelle entre exposition aux médicaments et survenue d'un événement. Ça décrit comment utiliser le médicament. Bref, en fait, ça va donner toutes les informations sur le médicament en dehors de comment ça marche, quoi. Il va pas donner son mécanisme, il va plutôt donner par qui est-ce qu'il est utilisé, tous les chiffres dont on va avoir besoin à l'échelle nationale. Donc, il mesure l'exposition médicamenteuse, participe à la surveillance du médicament et contribue au rapport bénéfice-risque. Donc, la 3, la C, vraie, et la D, la vraie. Donc, l'aspirine peut être utilisée l'aspirine peut être utilisée à visée pro-agrégante plaquettaire. Donc là, on s'arrête directement, pas besoin de lire le reste. C'est anti-agrégant, l'aspirine, ça inhibe l'agrégation des plaquettes. La sildenafil, utilisée dans les troubles de la fonction érectile, inhibe les phosphodiesterase et favorise ainsi la vasoconstriction dans les corps caverneux. C'est le contraire, le problème de la fonction érectile, c'est qu'il n'y a pas trop de sang dans les corps caverneux. Donc le sildenafil, lui, ce qui va venir, c'est qu'il va apporter le sang. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vasodilater, pas vasoconstrire. Mais sinon, le reste est bon. Il inhibe bien la phosphodiesterase. Et s'il inhibe la phosphodiesterase, il va y avoir une concentration plus élevée d'AMPC et de GMPC. Et donc, il va y avoir une relaxation des muscles lisses dans les vaisseaux. L'HTA, le sildenafil inhibant du coup la dégradation de GMPC, c'est ce que je viens de dire, donc là c'est vrai. Le NO entraîne en se fixant au récepteur ou cyclase soluble, et je dis bien soluble, faut pas tomber dans le piège de membrane ou quoi, c'est bien soluble. Il entraîne une augmentation de GMPC, donc une relaxation cellulaire. En fait, il a le même rôle que le sildenafil. Et les prodrogues sont substrats d'enzymes physiologiques qui les transforment in vivo en médicaments inactifs. Là, il fallait bien lire la fin. C'est pas inactif, c'est en médicament actif. ABC pour la 4. En gros, la 4, on vous demandait quels étaient les médicaments dont la cible est un récepteur cytosolique nucléaire. Donc, en gros, c'est quoi les médicaments euh, qui peuvent enfin, traverser la membrane plasmique. Et donc, on vous demandait qu'est-ce qui est finalement lipophile. Parce que les médicaments lipophiles, eux, peuvent traverser la membrane plasmique. Donc, hormones thyroïdiennes, rétinoïdes, donc dérivés de la vitamine A et vitamine D. Euh, Ça, vous l'avez fait au SN, en cours d'enzymologie, vous avez vu que la vitamine A et la vitamine D étaient des vitamines liposolubles. Donc, voilà. La 5, donc la 5, ça c'était un petit rappel, enfin c'était dans le cours, mais pour celui qui avait bien compris le cours de potentiel membranaire en UE3 ou E5, vous n'avez pas trop de mal avec cette partie-là, vous la connaissez déjà. Donc les récepteurs canaux aussi sont ouverts et perméables au Na. Le Na, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que le Na, on sait qu'il est plus concentré en extracellulaire, il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Or, le Na, il est chargé positivement, donc si des plus rentrent dans la cellule, il se dépolarise. Le cas, une fois que le récepteur canal est ouvert, qu'est-ce qu'il fait? On sait que le potassium est plus riche à l'intérieur de la cellule, donc si on ouvre le récepteur canaux, le gradient va tendre vers une sortie des K+, et donc si le D+, sortent de la cellule, alors là on va avoir affaire à une hyperpolarisation. Le Cl-, on sait que le Cl-, il est plus riche à l'extérieur de la cellule, donc si j'ouvre un canal Cl-, le Cl- rentre, or si je fais rentrer des moins à l'intérieur de la cellule s'hyperpolarise. Et donc la D et la E, si
le récepteur est excitateur, c'est une dépolarisation. Donc c'était la E qui était vraie. Enfin, ABCE. La 6, donc un événement où f indésirable et digraphe, donc là c'est la petite liste à connaître. Donc ça tombe tout le temps, mais elle est très intuitive. Donc euh, il se traduit par une malformation congénitale. Si enfin, c'est grave si ça se traduit par une malformation génitale, c'est vrai. Nécessite une hospitalisation seulement supérieure à une semaine, donc là c'est faux, c'était restrictif. Enfin, en général, comme vous le savez, lorsque c'est restrictif, c'est faux. Il entraîne le décès, c'est vrai. Si le patient est tellement satisfait du médicament qu'il décide de ne pas poursuivre son traitement, c'est faux. Toute autre manifestation considérée grave par l'investigateur, c'est vrai. Donc la 7, RIPH1 et RIPH2 sont des recherches interventionnelles, c'est vrai. RIPH1 c'est interventionnel et RIPH2 c'est interventionnel à risque et contrainte minime. Mais ça reste tout de même interventionnel. Par exemple, ça va des petites piqûres qu'on va faire au patient, des petites imageries, mais voilà, donc on va intervenir sur le patient. RIPH1, seul RIPH1 est interventionnel, c'est faux, donc la B est fausse. RIPH3 sont des recherches non interventionnelles, c'est vrai. RIPH3, c'est tout ce qu'on va faire sans avoir besoin du patient. Donc, toutes les études qu'on va avoir à partir des données qui vont nous être fournies. Donc là, on ne va pas faire intervenir le patient. Les RIPH1 sont non justifiés par leur prise en charge habituelle, c'est vrai. RIPH3 ne comporte aucun risque ni contrainte. Et là, c'est vrai aussi. En gros, RIPH3, on n'a vraiment plus besoin du patient. Vous êtes tout seul à l'hôpital une fois, vous avez fait pour une X ou Y raison, vous avez un dossier médical. Euh, les données, enfin, ce pourquoi vous avez été à l'hôpital va être analysé sous forme de données. Pour, je sais pas, pour X ou Y raison, l'État va en avoir besoin pour prédire le budget de l'année prochaine ou quoi. Et donc, pour ça, il va falloir faire des études épidémiologiques. Et donc, ça va être des RIPH3. Et donc, par contre, on ne vous demandera pas de venir faire des trucs de plus, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas, il n'y a pas de risque en faisant des études de RIPH3. La 8, donc toutes les études toxicologiques doivent être réalisées avant les premières administrations à l'homme. C'est faux, on n'a pas le temps de. Sinon, on va attendre des dizaines d'années avant euh, de mettre un médicament sur le marché. Donc, non, c'est faux. Un test d'Ames positif signifie que la molécule testée est potentiellement génotoxique. C'est vrai. Le nucléus consiste à rechercher l'augmentation de granules de chromatine dans les cellules d'amande osseuse. C'est vrai. On regarde si ça casse l'ADN. Donc, si c'est génotoxique, enfin, c'est clastogène. Euh, les études de cancérogénèse durent toute la vie de l'animal, c'est vrai, 1 à 2 ans. Au cours de l'étude des effets sur le développement pré- et postnatal, la substance test est administrée de la fécondation à la fin de la lactation. C'est un piège très très récurrent, ça. C'est de l'organogénèse à la fin de la lactation. Je vous rappelle que l'organogénèse correspond, euh, d'après les cours du 9, à peu près à la deuxième semaine, enfin au deuxième mois, pardonnez-moi, deuxième mois de grossesse. Enfin, chez l'humain en tout cas. Après, chez les rongeurs, je sais pas. Euh, Neuvième question. Donc, la DGOS s'appuie au niveau régional sur les bases autorités de santé. Donc, la HAS, il y a un H pour haute autorité de santé. Donc, la 9 la 9A est fausse. La B, la DGS a entre autres mission celle de protéger les menaces pesant sur la santé, etc., etc. Bon, la phrase est longue, mais c'est vrai. La DGOS a parmi ses objectifs celui de promouvoir une approche globale de l'offre de soins. C'est vrai aussi. À savoir que lors de ces items-là, sur ces définitions, sur qui peut faire quoi, DGOS, DGS, etc., il n'y a pas de piège sur le reste de la phrase. Ok, donc, le seul piège qu'il peut y avoir, c'est en gros, on vous donne on vous dit la DGOS peut faire des trucs, mais qui sont pas dans la liste, quoi. On mélange les listes, mais on va pas vous piéger sur les phrases longues après. Ça serait pas censé de faire ça. L'ARS organise, gère l'application et la réglementation des filières politiques de santé et prend une décision sanitaire au niveau national. Donc ça, bah, tout est dans le nom. Agence régionale, et donc c'est pas elle qui va faire ça au niveau national. Ça, c'était une phrase importante quand même, parce qu'elle peut tomber. Vous avez fait ça aussi je sais pas si vous l'avez pas encore fait, mais en tout cas, il y a le même cours en UE10, donc c'est important de le savoir. La compétence de la NSM et des produits de santé ne s'applique pas aux produits homéopathiques. C'est faux, elle s'applique aux produits homéopathiques. En gros, la NSM, c'est tous les produits qui vont s'appeler médicaments que vous allez injecter ou quoi. Et donc, elle a bien évidemment le rôle sur les médicaments homéopathiques. La 10, un flacon contenant un sirop destiné à la voie orale est un exemple de conditionnement primaire. C'est vrai, ça va être en contact directement avec la substance que vous allez prendre.
l'étiquetage du médicament primaire est à la libre appréciation du laboratoire pharmaceutique. C'est faux. Il y a même la liste d'un cours à apprendre. Je ne sais pas si vous l'avez apprise, mais en tout cas, elle est à apprendre de l'étiquetage que doit contenir le conditionnement primaire. Le conditionnement primaire est directement en contact avec l'unité de dispensation, c'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Le conditionnement secondaire est directement en contact avec l'unité de dispensation, c'est faux. Lui va être en contact avec l'unité de conditionnement primaire. Donc ça va par exemple être le petit carton autour du flacon. La DCI nommée par l'OMS doit obligatoirement être présente sur le conditionnement. Il y a une petite faute là, c'est être présente. Je vais la corriger. Euh, voilà. Donc c'est vrai, donc la DCI, elle est nommée par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et elle doit obligatoirement être présente sur le conditionnement du médicament. Donc là, 11. Là, en la 11, on vous demandait quelles étaient les voies qui étaient parentérales. Donc parentérale, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ça veut dire autour, et entéral, c'est tout ce qui va faire référence à l'enterre, donc enfin le tube digestif, quoi. Donc toutes les voies par lesquelles vous n'allez pas les ingérer par la bouche. Donc tout ce qui va pas être la bouche, ça va être vrai. Là, on vous dit quels médicaments peuvent être injectés en dehors de la bouche. Enfin, par quelle voie on peut injecter un médicament en dehors de la bouche. Donc, à part la A et la B, tout le reste doit être vrai. Donc la A, c'est quoi? C'est Péros. Péros, ça veut dire oral. Donc la A et la B sont fausses, mais par contre, tout le reste est vrai. Donc intramusculaire, sous-cutané et intra-articulaire. La 12 pour finir. Donc là, c'était la 12 une question de cours vraiment qui ressemble aux annales. Donc l'affinité caractérisée par la constante de dissociation, c'est vrai. Un agoniste inverse entraîne l'effet inverse de l'agoniste, c'est vrai, tout est dans le nom. Un agoniste entraîne l'effet inverse de l'effet agoniste, c'est faux. Si la B est vraie, là, ça ne peut pas être vrai. L'agoniste, lui, va juste empêcher la fonction du médicament. Il ne va pas entraîner l'effet inverse. Attention à la petite nuance. La D, un antagoniste a une activité intrinsèque nulle. C'est vrai, en fait, lui va juste, comme je vous l'ai dit, annuler, inhiber la, l'action, mais il ne va pas en générer une autre. Donc, l'activité intrinsèque, il est nul. Un agoniste partiel entraîne un effet maximal moindre que celui d'un agoniste entier. C'est vrai. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté et bon courage à vous.